Fonctionnement des écosystèmes et biodiversité. Le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes. Le constat de la perte vertigineuse de la biodiversité mondiale a conduit à une prise de conscience générale sur la nécessité urgente d'établir des mesures pour arrêter et même renverser le phénomène. Mais pourquoi faut-il préserver la biodiversité? Des arguments éthiques et esthétiques, bien que très subjectifs, sont souvent mis en avant. Dans un registre plus objectif, on peut défendre l'idée que la biodiversité a un intérêt économique, indirect par exemple par le biais de l'écotourisme, ou direct car les espèces renferment bien des secrets, par exemple sous forme de nouvelles molécules avec un potentiel médical. Donc j'ai un document, les molécules du futur, la nature est détentrice de nombreux médicaments potentiels qui disparaissent en même temps qu'elle. Sur 18 000 substances provenant d'organismes marins, 15% ont permis l'isolement de nouvelles molécules actives. À ce jour, la position chimique de 1% seulement des espèces marines répertoriées a été analysée. La ZT, dérivé synthétique utilisé contre le virus du sida, provient des molécules sécrétées par une éponge des coraux des Caraïbes, aujourd'hui en danger. Dernièrement, on a beaucoup parlé du rôle que joue la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes et donc dans la qualité de notre environnement. Donc le rôle de la biodiversité, nouveau document. La biodiversité joue un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes naturels et sur des écosystèmes modifiés par l'homme. Des expériences récentes menées notamment dans le cadre du projet européen BioDept ont montré que lorsque la biodiversité est altérée, cela provoque des effets négatifs sur la production de biomasse végétale. Ainsi, la capacité des écosystèmes à assurer un ensemble de services écologiques tels le stockage du carbone, la fourniture de fourrage ou le maintien de nappes d'eau pure s'en trouvent réduites. Ces résultats publiés dans la revue Science en 1999 étaient basés sur une expérience au cours de laquelle la diversité végétale avait été modifiée sur plusieurs centaines de parcelles de prairies dans 8 pays européens différents. Dans un article publié dans la revue Nature en 2001, Michel Leroux et Andy Hector montrent que le partage des ressources ou des interactions positives entre espèces de plantes améliore la production des prairies. Reprenons donc. Des études récentes ont montré que les systèmes les plus diversifiés seraient plus stables, c'est-à-dire plus résistants et avec une plus grande capacité de retour à l'équilibre suite à des perturbations. Ils seraient également plus productifs, ce qui implique une plus grande capacité de rétention d'eau, de contribution à la fertilité des sols, de consommation de CO2. Dans un monde en pleine croissance, le problème de la productivité des agrosystèmes est central, qui s'opposerait aussi à une aide accrue pour lutter contre le réchauffement global. Deux mécanismes seraient responsables de la plus grande productivité de systèmes plus diversifiés. La complémentarité entre espèces, avec une occupation différenciée des niches par les espèces présentes, ce qui permet une exploitation plus complète des ressources disponibles, et l'interaction positive où des plantes, en modifiant le milieu par le biais même de leur activité naturelle, facilitent l'installation d'autres espèces. Selon un article publié en 1997 dans la revue Science par Costanza et ses collaborateurs, les services que les écosystèmes rendent à l'homme, par exemple la productivité primaire, la régulation des cycles d'eau et des éléments, la fertilisation des sols, la réduction de l'érosion, mais aussi d'autres bénéfices comme les espaces de loisirs, représentent une partie importante de la valeur économique de la planète. Les auteurs ont estimé que cette valeur au double du produit national brut planétaire. C'est un argument de poids dans la discussion politique autour de la conservation de la biodiversité. Nouveau document, le programme Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, EM. Démarré en 2001, le programme EM a réuni un panel international de 1360 experts autour de la problématique des changements que subissent les écosystèmes de la planète. L'objectif était de fournir aux décideurs et au public en général des informations scientifiques sur l'état de santé des écosystèmes, les conséquences de ces changements sur le bien-être humain ainsi que les possibilités de contrer ces changements. Les conclusions du projet ont été publiées en 2005. La gestion de la biodiversité au sein des écosystèmes. Les connaissances récentes sur le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes amènent à reconsidérer la gestion de cette biodiversité. En effet, cette problématique ne peut plus être envisagée simplement comme une affaire de réserve naturelle, mais doit être posée au sein même des espaces où l'intervention des hommes est importante. C'est le cas par exemple des parcelles agricoles, les espaces verts, qui constituent des grandes surfaces dans les zones urbanisées, sont également considérés comme importants pour le maintien de la biodiversité.
Comment l'aménageur doit-il envisager la gestion de la ressource biodiversité dans l'espace qu'il prend en charge? Cette gestion peut être envisagée aussi bien dans une perspective globale, des espaces qui concernent les habitats d'un ensemble d'espèces, que de façon bien ciblée par rapport à une espèce en particulier. Dans ce dernier cas, les espèces en question sont des espèces emblématiques qui, pour des raisons variées, ont attiré les faveurs et la sympathie du public. Des espèces clés qui, à l'instar des clés de voûte en architecture, garantissent la stabilité d'un écosystème, ou encore des espèces parapluies dont l'habitat est tellement large que sa protection assure également la protection de tout un ensemble d'autres espèces qui utilisent une fraction de cet habitat. Pour un aménageur, trois notions principales doivent être prises en compte. Chaque organisme a des stratégies de vie bien caractéristiques qui demandent des conditions d'habitat spécifiques. Les communautés d'organismes évoluent dans le temps et dans l'espace. Il y a une corrélation positive entre la surface disponible et le nombre d'espèces qu'on y retrouve. Souvent, on cherche à maintenir un stade particulier de l'évolution dans le temps des successions végétales. Un ensemble d'espèces y retrouve alors leurs conditions de vie. Donc on a un document, un projet pour une gestion différenciée des espaces verts. Un projet a vu le jour dans la communauté d'agglomération du sud-est toulousain Sicoval pour favoriser une plus grande diversité de la flore et de la faune au sein même des espaces verts des communes. C'est le cas par exemple des orchidées dont plusieurs espèces sont présentes dans la région. Typique d'un stade jeune des successions, milieu ouvert, absence de plantes très compétitives, sol pauvre en azote. Elle souffre cependant des tontes régulières, car si ces tontes empêchent la fermeture du milieu, elles ne permettent pas la floraison et conduisent à la disparition à moyen terme des orchidées. Dans les espaces du Sicoval, une gestion différenciée des espaces verts a été mise en place. À côté de zones entretenues de façon traditionnelle, certains espaces sont entretenus de façon à favoriser la présence des orchidées, tontes moins fréquentes et décalées dans le temps de façon à éviter l'époque de la floraison, exportation de la matière verte issue des tontes. On peut viser à favoriser un espace très hétérogène qui correspond aux besoins de différents groupes d'espèces. C'est le cas de l'aménagement des abords des parcelles agricoles de façon à favoriser la présence de différents insectes auxiliaires et ainsi contribuer à la lutte biologique par l'imitation naturelle. Nouveau document, les sites d'hivernation des coccinelles. Les coccinelles, à 7 points, hivernent dans la litière et une fois sortis d'hivernation, sont associés à des habitats majoritairement herbacés et arbustifs. Les coccinelles à 2 points cherchent plutôt les arbres pour hiverner et se retrouveront au printemps de préférence sur les arbres et arbustes. Les problèmes de déclin des espèces sont le plus souvent liés à des changements dans l'occupation de l'espace dû à l'activité humaine, avec comme résultat la fragmentation de l'habitat. De façon globale, les communautés présentes dans un espace fragmenté seront plus diversifiées dans des tâches plus importantes en termes de taille. Pour ce qui est d'une espèce en particulier, cette fragmentation peut avoir des conséquences sur la population à deux niveaux. À l'intérieur même de chaque tâche, problème lié à un trop petit nombre d'individus et entre tâches, problème de déplacement des individus au sein de la matrice. Un petit nombre d'individus a en effet plus de probabilité de souffrir de consanguinité, d'être plus vulnérable à des phénomènes extrêmes d'ordre climatique ou encore de souffrir de problèmes démographiques. Avoir une génération constituée par exemple seulement de femelles. En ce qui concerne les déplacements entre tâches, ils peuvent être le seul moyen de contrer les influences négatives qui viennent d'être citées et d'assurer ainsi la survie de l'espèce. Des individus d'une même espèce répartis en différents sous-groupes, populations, occupant autant de tâches et ayant la possibilité de voyager d'une tâche à l'autre, constituent une métapopulation. La dynamique de la métapopulation se fait grâce au processus qui opère aussi bien à l'intérieur d'une tâche, la qualité des tâches dépend de la valeur du bilan entre les naissances et les morts, qu'entre tâches, la capacité de se déplacer, probabilité de trouver une tâche de bonne qualité. L'aménageur, face à un problème de conservation d'une espèce dont l'habitat se trouve fragmenté, doit se poser des questions très précises. Quel est le nombre minimum d'individus qu'il faut conserver de façon à ce que la population soit viable? De quelle surface chaque individu a-t-il besoin pour trouver assez de ressources et ainsi survivre et se reproduire sans difficulté? À quelle distance minimale doivent se trouver les tâches les unes des autres de façon à ce que les mouvements d'individus se fassent aisément? Faut-il envisager des corridors entre tâches pour faciliter les mouvements?
Ces éléments d'organisation spatiale font partie des préoccupations de l'écologie du paysage. Dernier document donc, l'écologie du paysage. L'écologie du paysage étudie ces influences réciproques entre l'organisation de l'espace et les processus écologiques. Elle est ainsi conduite à se soucier de la configuration de cet espace, à prendre en compte les éléments de la mosaïque, non seulement leur nombre, mais aussi la manière dont ils s'agencent les uns par rapport aux autres. On comprend qu'une telle démarche puisse unir des écologues et des géographes et s'ouvrir aux questions d'aménagement du territoire.